Ce texte a été réalisé pour la chaîne YouTube Miłość w blasku świec. Le lustre de cristal de la grande galerie des Saint-Vire semblait jeter des milliers de flèches de feu sur la foule parée de soie et de velours. Pour n'importe quelle jeune fille de la bonne société, cette soirée aurait dû être le sommet d'une existence. Pour Aurélie de Saint-Vire, elle ressemblait plutôt à un échafaud richement décoré. Autour d'elle, les rires feutrés et le murmure des conversations mondaines se mêlaient aux accords d'une valse mélancolique que l'orchestre jouait, avec une régularité presque décourageante. Hortense de Saint-Vire, sa tante et tutrice, se tenait à ses côtés, droite et impitoyable dans sa robe de satin violet. Elle faisait claquer son éventail en écailles de tortue contre sa paume, avec un rythme régulier, semblable au tic-tac d'une horloge annonçant une sentence inévitable. « Tiens-toi droite, Aurélie », murmura la baronne sans cesser de sourire aux invités qui passaient. Le duc de Grandvel ne va plus tarder. C'est sa voiture que l'on attend désormais dans la cour d'honneur. Ne va pas gâcher cette alliance par tes airs de provincial rebelle. Tu sais ce que notre maison doit à sa famille. Aurélie sentit une boule de glace se former dans sa poitrine. Elle fit tourner nerveusement la petite bague en argent ciselé qu'elle portait à l'index droit. Cette bague, modeste héritage de sa mère, était son unique ancrage dans ce monde de faux-semblants où tout s'achetait, y compris le destin des femmes. « On dit qu'il est d'une froideur effroyable, ma tante, » répondit-elle d'une voix basse mais ferme. « On dit qu'il n'a jamais souri à qui que ce soit, et qu'il cherche simplement une épouse docile pour gérer ses domaines et perpétuer son nom sans l'encombrer de sentiments. Et que te faut-il de plus ?» répliqua la baronne avec un claquement d'éventail plus sec que les autres. « De l'amour, des poèmes. Les sentiments sont un luxe de poète, ma nièce. La seule réalité qui vaille dans ce monde est le nom que vous portez. Le duc est l'un des hommes les plus puissants du royaume. Tu l'épouseras, que sa froideur te plaise ou non. Notre ruine est au bout de ton refus. » Le regard d'Aurélie balaya la salle. Partout, elle ne voyait que des visages calculateurs, des sourires hypocrites et des regards curieux qui guettaient l'arrivée du grand homme. Elle se sentit soudain étouffée sous le poids des corsets, de la dentelle et des attentes sociales. L'idée de passer le reste de ses jours enchaînée à un homme qu'elle n'avait jamais vu, un aristocrate hautain qui l'achèterait pour redorer le blason de sa tante, lui devint insupportable. Elle préférait la misère à cette forme de servitude polie. Profitant d'un moment où la baronne se tournait pour saluer un vieux marquis influent, Aurélie fit un pas de côté, puis un autre. Elle se glissa avec agilité derrière une colonne de marbre, contourna un groupe de jeunes filles en fleurs et s'approcha des grandes porte-fenêtres qui ouvraient sur les jardins. La nuit était sombre, fraîche, salvatrice, non, dimnatis. Sans un regard en arrière, elle franchit le seuil et s'enfonça dans l'obscurité protectrice du parc. L'air frais de la nuit caressa son visage échauffé par la colère et la peur. Elle pressa le pas sur le gravier des allées secondaires, évitant soigneusement les zones éclairées par les lanternes du château. Ses pas précipités la menèrent vers la cour commune, là où les équipages des invités attendaient, sous la surveillance des palefreniers. C'était un chaos de chevaux s'ébrouant dans la fraîcheur nocturne, de cochers fumant la pipe et de lanternes de cuivre, jetant des reflets jaunes sur les pavés humides. Soudain, elle entendit la voix tendue de sa tante résonner au loin, appelant les valets pour commencer les recherches. La panique s'empara d'elle. Si on la retrouvait maintenant, elle serait traînée de force devant le duc de Grandvel, humiliée et définitivement soumise. C'est alors qu'elle aperçut une grande berline de voyage sombre, stationnée un peu à l'écart des autres équipages d'apparat. Contrairement aux voitures de ville légères des invités, celle-ci était lourde, solide, avec des coffres de cuir solidement arrimés à l'arrière. Ses chevaux étaient attelés, impatients, et le cocher, assis sur son siège, ajustait ses guides comme s'il s'apprêtait à partir à l'instant même pour un long trajet. N'écoutant que son instinct de survie, Aurélie contourna l'attelage par l'ombre des écuries. Elle posa la main sur la poignée de cuivre de la portière. Par miracle, elle n'était pas verrouillée.
Elle ouvrit la porte sans un bruit, se hissa rapidement à l'intérieur de la cabine sombre et referma doucement le battant derrière elle. Elle se laissa glisser sur la banquette de velours, le cœur battant à tout rompre, espérant seulement que le véhicule l'éloignerait de ce bal maudit avant qu'on ne découvre sa disparition. Un instant plus tard, un coup de fouet claqua dans l'air de la nuit. La lourde voiture s'ébranla dans un grincement de ressort. Les roues de fer crissèrent sur le gravier, puis le rythme s'accéléra, alors que l'équipage franchissait les grandes grilles du domaine de Saint-Vire. Aurélie laissa échapper un long soupir de soulagement. Elle était en fuite, certes, mais elle était libre. Elle trouverait un moyen de descendre à la première halte, de louer une chambre dans une auberge de poste et d'écrire à une amie d'enfance pour trouver un refuge temporaire. Tout valait mieux que ce mariage forcé. Mais alors que sa respiration s'apaisait peu à peu, elle perçut un léger froissement de tissu dans l'obscurité presque totale de la cabine. L'odeur habituelle du cuir et de la cire était mêlée à un parfum plus subtil, une note boisée de cèdre et de tabac blond qui n'appartenait pas aux banquettes vides. Elle se figea, retenant son souffle, chaque muscle de son corps tendu à l'extrême. Dans le coin opposé de la banquette, une silhouette massive se dessinait contre la faible lueur lunaire qui filtrait par la vitre. Un homme était assis là, enveloppé dans un grand manteau de voyage à col de fourrure. Il était resté parfaitement immobile jusqu'à présent, mais elle pouvait désormais deviner le mouvement régulier de sa poitrine. Un frisson de terreur et de surprise parcourut l'échine d'Aurélie. Elle voulut crier, appeler le cocher pour faire arrêter la voiture, mais sa gorge était nouée par l'effroi. Elle était prisonnière d'une berline lancée à vive allure sur les routes de campagne, seule avec un inconnu. Soudain, la silhouette bougea légèrement. L'homme pencha la tête sur le côté, et dans la pénombre, Aurélie crut deviner l'éclat de deux yeux sombres qui la fixaient, avec une intensité troublante, dénuée de toute surprise. « Eh bien » murmura une voix masculine, basse, riche et singulièrement calme. « Il semblerait que ma voiture ait été choisie comme refuge par une fugitive de la haute société. Devrais-je m'inquiéter de votre présence, mademoiselle, ou êtes-vous simplement un fantôme particulièrement bien habillé qui cherche à éviter le froid ?» Aurélie recula contre la portière opposée, sa main droite cherchant instinctivement la poignée de secours, tandis que ses doigts se crispaient sur sa bague en argent. Le piège venait de se refermer sur elle, et l'homme qui lui faisait face semblait bien décidé à ne pas la laisser descendre si facilement. La portière vibrait sous l'effet de la vitesse, et le balancement de la berline manquait à chaque instant de projeter Aurélie contre cet étranger invisible. Elle recula autant que le permettait la banquette de cuir, sa main serrée sur la poignée métallique, prête à tout pour sauter sur la route si l'homme faisait un geste menaçant. L'inconnu laissa passer un court silence, seulement troublé par le martèlement des sabots sur la terre battue. Puis, dans un bruissement de drap fin, il fouilla sous son manteau. Un bref crissement retentit, suivi de l'odeur piquante du soufre. Une petite flamme bleue jaillit du bout d'une allumette, éclairant un instant des doigts longs et soignés, avant de se communiquer à la mèche d'une lanterne de cuivre fixée à la paroi de la voiture. La lumière jaune et tremblante se propagea dans la cabine, chassant les ombres. Aurélie retint son souffle. L'homme qui lui faisait face était jeune, sans doute à l'aube de sa 30e année. Ses cheveux sombres, légèrement ébouriffés par le vent de la nuit, encadraient un visage aux traits aristocratiques et anguleux. Ses yeux, d'un brun profond et presque noirs, l'observaient avec une curiosité matinée d'ironie. Mais ce fut le vêtement sous son manteau qui frappa d'abord Aurélie. Un habit de soirée d'une coupe impeccable, orné d'un gilet de soie blanche et d'une cravate parfaitement nouée. L'uniforme exact des invités du bal des Saint-Vire. Le regard d'Aurélie descendit sur les mains de l'inconnu. Il tenait un rouleau de parchemin épais, scellé de cire rouge, grossièrement froissé comme s'il avait été arraché à la hâte d'un tiroir ou d'un pupitre. Sur la cire brisée, elle crut distinguer les armes de sa propre famille entrelacées avec celles d'une autre maison noble. Ses yeux remontèrent vers le visage de l'homme.
La ressemblance lui sauta soudain aux yeux. Le portrait miniature que sa tante Hortense lui avait imposé de regarder pendant des heures cette semaine-là, ce portrait d'un homme au regard hautain et distant qu'elle s'était juré de haïr, était là, vivant, assis à moins d'1 mètre d'elle. « Vous, » murmura-t-elle, la voix coupée par la stupéfaction. L'homme inclina légèrement la tête sur le côté, un demi-sourire ironique dessinant le coin de ses lèvres. « Il semblerait que ma cachette ait été découverte avant même que j'aie franchi les limites du comté, » dit-il d'une voix traînante, presque amusée. « Et si je ne m'abuse, vous êtes la demoiselle que l'on cherchait si bruyamment dans les jardins. Mademoiselle de Saint-Vire, je présume. » Aurélie sentit son cœur rater un battement. Elle redressa le menton, tentant de retrouver la dignité que sa fuite éperdue avait quelque peu malmenée. « Et vous êtes le duc de Grandvel », répliqua-t-elle d'un ton qu'elle voulut glacial. Le fiancé que l'on attendait avec tant d'impatience pour signer ce maudit contrat. Julien de Grandvel jeta un regard sur le parchemin froissé qu'il tenait entre ses doigts, puis le posa négligemment sur la banquette à côté de lui. « Ce contrat-ci, pour être précis, » dit-il en tapotant le document. « Je crains que votre tante et ma dévouée mère ne doivent attendre longtemps avant de nous voir y apposer nos signatures. J'ai profité d'un moment de distraction du notaire pour subtiliser l'unique exemplaire officiel et m'éclipser par la bibliothèque. » Aurélie le regarda, interdite. Les rumeurs décrivaient le duc comme un homme d'un sérieux mortel, un pilier de la cour, rigide et soumis aux traditions de son rang. Et pourtant, il se tenait là, avouant un vol de documents familial, avec la légèreté d'un collégien ayant fait une farce. « Vous fuyez » demanda-t-elle, incrédule. « Tout comme vous, mademoiselle » répondit-il en croisant les jambes. « À moins que votre présence dans ma berline privée ne soit qu'une coïncidence extraordinaire, et que vous n'ayez une passion secrète pour les voyages nocturnes en robe de bal. » La rougeur monta aux joues d'Aurélie, mais elle refusa de baisser les yeux. Je refusais ce mariage. On voulait me vendre pour renflouer les caisses de la famille. Je n'ai trouvé que cette voiture pour m'échapper. Si j'avais su à qui elle appartenait, croyez bien que j'aurais préféré affronter les chiens de garde de ma tante. Le duc laissa échapper un rire bref, un son franc qui sembla réchauffer l'atmosphère confinée de la berline. Voilà qui est franc. Rassurez-vous, le sentiment est mutuel. L'idée d'épouser une jeune fille, choisie sur catalogue par ma mère pour sa docilité présumée, me donnait des envies de fuite à l'autre bout du monde. Il semblerait que votre réputation de soumission ait été grandement exagérée par vos entremetteurs. Et votre réputation de dignité semble tout aussi surfaite, répliqua Aurélie du tac au tac. Julien l'observa avec un intérêt grandissant. La jeune fille qu'il avait sous les yeux, les cheveux défaits par la course, les yeux brillants de colère et de fierté, ne ressemblait en rien aux débutantes fades qui peuplaient les salons de la capitale. Il y avait chez elle une étincelle de vie sauvage qui le fascinait malgré lui. Soudain, la voiture ralentit légèrement en abordant un virage serré, et le bruit des sabots se fit plus sourd. Au dehors, la pluie commençait à crépiter contre les vitres. « Le cocher » murmura Aurélie, prise d'une soudaine inquiétude. « Sait-il que vous êtes parti ? Pierre sait seulement qu'il doit me conduire à mon domaine de chasse en Normandie, sans s'arrêter et sans poser de questions, » répondit Julien en reprenant son sérieux. « Il me croit seul. Si nous l'arrêtons maintenant pour vous faire descendre, il comprendra immédiatement ce qui se passe. Et si la nouvelle de notre fuite commune parvient à vos proches, il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Aurélie comprit instantanément le danger. Si la société apprenait qu'ils avaient fui ensemble dans la même voiture au milieu de la nuit, leur réputation serait définitivement compromise. La baronne de Saint-Vire et la duchesse douairière de Grandvel utiliseraient ce scandale pour exiger un mariage immédiat et forcé, afin de sauver l'honneur des deux familles. Le piège qu'ils tentaient de fuir se refermerait sur eux, de manière encore plus hermétique. Ils étaient liés par le pire des secrets. « Nous ne pouvons pas faire demi-tour, » dit Aurélie,
la voix tendue par la gravité de la situation. « Et nous ne pouvons pas être vus ensemble. » Précisément, acquiesça Julien en se penchant légèrement vers elle. « Nous devons continuer cette route jusqu'à ce que nous soyons assez loin pour organiser votre retraite en toute discrétion. Mais pour cela, nous devons coopérer. Aucun mot à Pierre, aucun mot au relais de poste. Jusqu'à nouvel ordre, nous sommes 2 voyageurs anonymes partageant une voiture de louage. » Aurélie regarda la bague en argent à son doigt, puis le visage du duc. L'homme qu'elle s'était juré de fuir était devenu son unique allié dans cette folle entreprise. Elle inspira profondément et relâcha sa prise sur la poignée de la portière. « Très bien, monsieur le duc. Nous ferons route ensemble. Mais que les choses soient claires. Dès que nous serons hors de portée de nos familles, nos chemins se sépareront définitivement. » Julien sourit, un vrai sourire cette fois, qui adoucit les angles de son visage. « C'est un accord qui me convient parfaitement, mademoiselle. » La berline s'enfonça dans la nuit pluvieuse, emportant 2 fiancés rebelles désormais unis par un pacte secret qui menaçait à chaque instant de les détruire s'ils venaient à être découverts. L'aube se leva sur une campagne noyée de brume. Les premiers rayons du soleil traversèrent les vitres embuées de la berline, éclairant les visages fatigués mais vigilants des 2 voyageurs. La voiture ralentit enfin dans un grincement de frein avant de s'arrêter dans la cour pavée d'un relais de poste isolé, entouré de sapins sombres. Julien passa la tête par la portière pour s'assurer que l'endroit était calme. Il n'y avait là qu'un vieux palefrenier qui menait 2 chevaux de trait et le maître de poste qui bâillait sur le seuil de sa demeure. « Restez ici », murmura-t-il à Aurélie en rabattant le capuchon de son manteau sur son front. « Je vais louer un salon privé pour que nous puissions nous restaurer sans attirer les regards. Nos tenues de bal feraient jaser dans la salle commune à cette heure de la matinée. » Aurélie hocha la tête, serrant ses bras contre sa poitrine pour chasser le frisson du matin. Quelques minutes plus tard, Julien revenait et lui ouvrait la portière, lui offrant sa main pour l'aider à descendre du marchepied. Ses doigts étaient chaudes et fermes à travers son gant de peau, et ce simple contact envoya une onde de chaleur inattendue dans les veines de la jeune femme. Il la conduisit rapidement à l'étage du relais, dans une petite pièce rustique où brûlait un feu de cheminée timide. Une table de bois brut y était dressée avec une miche de pain de campagne, un morceau de fromage de chèvre, du beurre frais et une cruche de lait chaud. Dès que la servante eut refermé la porte, Aurélie laissa tomber sa cape de voyage, révélant sa robe de bal en soie vert d'eau, étrangement déplacée dans ce décor paysan. Julien retira lui aussi son manteau. Sans son habit de cérémonie complet, la chemise légèrement entr'ouverte au col et les manches retroussées pour ne pas se salir. Il paraissait moins impressionnant, plus accessible. Il s'approcha de la table, prit le couteau de cuisine et commença à couper d'épaisses tranches de pain avec une habileté surprenante pour un homme de son rang. « Vous ne semblez pas maladroit pour un duc », observa Aurélie avec un mince sourire, s'asseyant sur l'une des chaises de paille qui entouraient la table. « J'ai passé une grande partie de ma jeunesse à cheval et dans les camps de chasse de mes domaines, » répondit-il en lui tendant la première tranche dorée. « On y apprend vite que la faim n'attend pas les valets. Mangez, mademoiselle. Vous êtes pâle et la route a été rude. » Aurélie accepta le pain. La simplicité de ce geste, de la part d'un homme qu'on lui avait décrit comme un tyran domestique, la toucha plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ils mangèrent d'abord en silence, affamés par la nuit de voyage. Le lait chaud fit un bien infini à Aurélie, qui sentit la tension accumulée dans ses épaules se relâcher doucement. La cheminée de briques rouges laissait échapper une fumée odorante qui se mêlait à l'odeur du pain chaud. Aurélie prit la cruche de terre cuite et versa le lait fumant dans 2 tasses de faïence grossière. Ce geste domestique, si éloigné des salons dorés, où les laquais en livrée servaient le thé dans de la porcelaine de Sèvres, lui procura une sensation de liberté inédite. « Ma tante Hortense aurait une attaque si elle nous voyait ainsi, » dit-elle, avec un soupçon de malice, sans chaperon attablé dans une auberge de 3e ordre. « La mienne également, » répondit Julien en s'asseyant en face d'elle.
Elle passerait les 3 prochains jours à rédiger des lettres d'excuses à toute la noblesse du pays pour laver cet affront à l'étiquette. C'est d'ailleurs ce qui rend ce pain si savoureux. Le goût de la transgression. Julien l'observait du coin de l'œil, un demi-sourire ironique aux lèvres. Ma mère, commença-t-il en s'appuyant contre le dossier de sa chaise, m'avait assuré que la jeune demoiselle de Saint-Vire était un modèle de piété et de douceur. Elle m'avait promis que vous passiez vos journées à broder des tapisseries liturgiques et à hocher la tête en signe d'accord à chaque fois que votre tante ouvrait la bouche. Elle a affirmé que vous seriez une duchesse parfaite, silencieuse et dévouée à mes moindres désirs. Aurélie manqua de s'étouffer avec son pain. Elle posa sa tasse et le regarda avec un éclat de défi dans les yeux, faisant tourner sa bague en argent. Et ma tante m'avait juré que le duc de Granvelle était un monument de marbre noir, incapable d'éprouver la moindre émotion humaine, poursuivit-elle sur le même ton de taquinerie. Elle m'avait prévenu que vous parliez uniquement pour donner des ordres, que vous n'aviez jamais souri de votre vie, et que votre passe-temps favori était de réprimer les révoltes de vos fermiers. Elle m'avait assuré que notre mariage serait une affaire de pure convenance, où nous ne nous croiserions que pour les repas officiels, afin de donner des héritiers à votre nom. Julien éclata d'un rire franc qui résonna agréablement dans la petite pièce. Il semblerait que nos chères parentes aient pris quelque liberté avec la vérité pour nous convaincre de nous jeter dans leurs bras. C'est le moins qu'on puisse dire, admit Aurélie en souriant à son tour. Je vous avoue que l'homme de marbre noir me faisait horreur. Et la brodeuse silencieuse m'ennuyait d'avance, répliqua Julien, son regard se faisant plus doux, presque pensif. Mais je dois reconnaître que la réalité est bien différente. Une jeune fille qui s'introduit de nuit dans une berline inconnue pour fuir son destin ne manque pas de panache. Et un duc qui vole son propre contrat de mariage pour s'éviter une épouse ne manque pas d'originalité, rétorqua-t-elle. Leurs regards se croisèrent et s'attardèrent. Le ton de la plaisanterie s'effaça lentement, laissant place à un silence d'une toute autre nature. Aurélie sentit son cœur accélérer ses battements. Elle fit tourner sa bague en argent, soudain intimidée par la proximité de cet homme. Ce n'était plus le duc de Granvelle, l'entité abstraite et menaçante qu'elle fuyait. C'était Julien, un homme d'esprit, drôle, protecteur et singulièrement séduisant. Un doute insidieux, presque effrayant, s'installa dans son esprit. Si le mariage n'avait pas été une transaction forcée par leur famille, si elle l'avait rencontré ainsi, par hasard, dans un salon ou au détour d'un chemin, aurait-elle fui? La réponse qui s'imposait à elle la fit frissonner. Elle commençait à apprécier la compagnie de l'homme qu'elle s'était juré de ne jamais revoir. Julien sembla lire dans ses pensées. Il se pencha légèrement en avant, ses yeux sombres fixés sur les siens. « C'est une ironie cruelle, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Nous fuyons le mariage pour préserver notre liberté, et nous nous retrouvons à partager le même pain dans un relais de campagne, plus proches que nous ne l'aurions jamais été si nous avions obéi à leurs ordres. » « C'est une coïncidence étrange, » tenta de dire Aurélie, bien que sa voix manque d'assurance. « Étrange ou révélatrice, » murmura Julien. Avant qu'elle ne puisse répondre, le bruit sec de sabots piaffant sur les pavés et le cri du cocher sous les fenêtres annoncèrent que les chevaux frais étaient attelés. Le moment de répit touchait à sa fin. Julien se leva, son visage reprenant le masque sérieux du voyageur pressé. Mais son regard restait ancré dans celui d'Aurélie. La nature de leur voyage venait de changer. Ils n'étaient plus seulement deux fugitifs partageant un espace par nécessité. Ils étaient désormais troublés par la présence l'un de l'autre, conscients que chaque kilomètre les éloignant de leur famille les rapprochait inexorablement d'un danger bien plus intime. En acceptant de remonter dans la berline, Aurélie savait qu'elle ne fuyait plus seulement un mariage arrangé, mais qu'elle courait le risque de s'attacher à l'homme, même qu'elle devait repousser. La fin de l'après-midi fut engloutie par des nuages d'un noir d'encre qui s'amoncelèrent rapidement au-dessus de la forêt. Très vite, la pluie se mit à tomber, non pas en ondées passagères, mais en un déluge violent qui transforma la route en un torrent de boue liquide.
À l'intérieur de la berline, l'obscurité s'était faite presque totale, zébrée de temps à autre par la lueur blafarde d'un éclair. Le vent hurlait contre les parois de bois, et le roulement de la voiture devint de plus en plus chaotique. Aurélie se cramponnait à la lanière de cuir de la portière, tandis que Julien, assis en face d'elle, gardait les yeux fixés sur la vitre obscurcie par les torrents d'eau. Soudain, un choc d'une violence inouïe ébranla l'équipage. La berline pencha dangereusement sur la gauche dans un affreux grincement de bois brisé. Aurélie fut projetée en avant. Avant qu'elle ne puisse heurter la paroi opposée, deux bras puissants la rattrapèrent au vol, la serrant contre un torse solide. Julien la maintint fermement contre lui, tandis que la voiture achevait sa course dans un dernier sursaut de l'essieu. Dehors, les chevaux hennirent de terreur, calmés de justesse par les cris étouffés du cocher. Pendant quelques secondes, le silence régna dans la cabine, seulement troublé par le fracas de la tempête et le battement précipité de leur cœur. Aurélie sentait la chaleur de la poitrine de Julien à travers son gilet de soie, et le souffle rapide du jeune homme agitait ses cheveux défaits. Elle ne bougea pas, étrangement rassurée par cette étreinte protectrice. « Vous n'avez rien ?» demanda Julien d'une voix basse, dont le calme apparent était démenti par la force avec laquelle il la tenait. « Non, je crois que tout va bien, » murmura-t-elle en se redressant lentement. « Et vous ?» Seulement un peu secoué. Julien relâcha doucement sa prise, bien que ses mains s'attardassent un instant sur ses épaules avant de se retirer. Il ouvrit la portière malgré la pluie battante et interpella le cocher, qui descendait péniblement de son siège. Après un échange rapide dans le vent, le duc referma la portière, ruisselant d'eau. L'essieu gauche a heurté une ornière profonde et la roue a éclaté, annonça-t-il en essuyant son visage d'un revers de manche. Pierre dit que nous sommes à moins de 100 toises d'une auberge de campagne, le Sanglier couronné. Mais la voiture ne fera pas un pas de plus ce soir. Nous devons y aller à pied. Aurélie n'hésita pas. Elle noua sa cape autour d'elle et prit la main que Julien lui tendait. Lorsqu'ils sautèrent sur la route, la boue leur arrivait aux chevilles. Julien passa son bras sous le sien pour la soutenir contre les rafales de vent, et ils marchèrent péniblement à travers la tempête, jusqu'à ce qu'une enseigne de bois balancée par le vent ne se dessine dans la grisaille. L'auberge du Sanglier couronné était un bâtiment bas et massif, dont les fenêtres laissaient filtrer une lumière rousse et chaleureuse. Lorsqu'ils poussèrent la lourde porte de chêne, un flot de chaleur, de bruit et d'odeur de tabac et de ragoût les enveloppa. La salle commune était bondée de voyageurs bloqués par l'orage, des marchands, des colporteurs et quelques bourgeois locaux qui se pressaient autour d'un grand feu de cheminée. L'arrivée d'un homme à la prestance indéniable, même trempée, et d'une jeune femme en détresse vêtue d'une cape de soie fine, attira immédiatement tous les regards. Les chuchotements cessèrent un instant. Julien, gardant son chapeau enfoncé pour masquer ses traits, se dirigea d'un pas ferme vers le comptoir où un aubergiste corpulent et méfiant essuyait des chopes de grès. « Bonsoir, l'ami », dit Julien d'un ton autoritaire, mais sans hauteur excessive. « Notre voiture a brisé sa roue à quelques toises d'ici. Il nous faut 2 chambres pour la nuit et de quoi nous sécher. » L'aubergiste le dévisagea, son regard glissant de l'habit de soirée, trempé de Julien, à la silhouette d'Aurélie qui tentait de dissimuler sa robe de bal sous sa cape boueuse. « 2 chambres. Vous plaisantez, mon bon monsieur, » répondit l'aubergiste en secouant la tête. « Avec cette tempête, la moitié de la diligence de Rouen est logée ici. Il ne me reste qu'une seule chambre, tout en haut sous les toits. Et c'est à prendre ou à laisser. Si vous n'en voulez pas, il y a de la paille fraîche dans l'écurie pour monsieur, et le banc près du feu pour madame. » Un murmure s'éleva de la table voisine, où plusieurs marchands observaient de la scène avec curiosité. Aurélie sentit une vague de panique l'envahir. Si elle restait dans la salle commune, sous les yeux de ces dizaines d'inconnus, quelqu'un finirait par l'identifier ou par poser des questions embarrassantes. Mais partager une unique chambre avec le duc de Granvelle, Julien prit une inspiration rapide.
Il jeta un coup d'œil circulaire sur la foule indiscrète, puis posa son regard sur Aurélie. Il y lut la détresse et la peur de la jeune femme. Son honneur et sa sécurité étaient en jeu. S'il la laissait ici, elle était perdue. S'ils prenaient la chambre séparément sous leur vrai nom, le scandale éclaterait dès le lendemain. Il prit sa décision en une fraction de seconde. Il posa sa main sur l'épaule d'Aurélie, un geste possessif et protecteur qui fit taire les derniers murmures. « Très bien », dit Julien à l'aubergiste d'une voix claire et assurée, qui résonna dans toute la pièce. « Ma femme et moi prendrons 7 chambres. Faites monter du bois pour le feu et un repas chaud. » L'aubergiste parut satisfait. Il décrocha une lourde clé de fer d'un clou derrière lui et la posa sur le comptoir. « C'est la chambre numéro 9, tout au bout du couloir du 2e. Montez, je vous fais envoyer le souper. » Aurélie ne dit rien. Elle fit tourner nerveusement sa bague en argent sous sa cape, le cœur battant à un rythme effréné. Elle laissa Julien la guider vers l'escalier de bois usé, sentant les regards curieux peser sur leur dos jusqu'à ce qu'ils aient franchi le premier étage. Lorsqu'ils entrèrent enfin dans la chambre numéro 9 et que Julien referma la lourde porte derrière eux, la réalité de leur situation les frappa de plein fouet. La pièce était exiguë, mansardée, éclairée seulement par une chandelle de suif posée sur une commode bancale. Un petit feu de tourbe commençait à peine à réchauffer l'atmosphère. Mais c'était le meuble principal qui attirait toute l'attention. Un lit unique, étroit, recouvert d'une courte pointe de laine rouge. Aurélie laissa glisser sa cape mouillée sur le sol et se tourna vers Julien, les bras croisés sur sa poitrine comme pour se protéger. « Votre femme ?» murmura-t-elle, la voix légèrement tremblante. Julien retira son manteau et le suspendit à un crochet derrière la porte. Il se tourna vers elle, son visage sérieux dénué de toute moquerie. « C'était la seule façon de vous protéger, Aurélie. Si j'avais hésité, si j'avais demandé 2 lits, ces hommes en bas auraient compris que nous ne sommes pas mariés. Dans votre situation, voyager seul avec un homme sans lien de parenté, vous auriez été ruiné avant l'aube. En nous déclarant mariés, nous coupons court aux spéculations. » « Mais nous ne le sommes pas, » dit-elle doucement, faisant un pas vers le feu pour tenter de réchauffer ses mains glacées. « Et nous partageons la même chambre, le même. » Elle n'osa pas prononcer le mot. Julien s'approcha d'elle, s'arrêtant à une distance respectueuse. « Je dormirai sur le fauteuil près du feu, » dit-il avec une douceur surprenante. « Vous aurez le lit, vous ne risquez rien avec moi, je vous le promets. » Aurélie le regarda dans les yeux. Le duc arrogant du bal avait fait place à un homme d'un dévouement sincère, prêt à compromettre sa propre dignité pour la préserver. Mais en acceptant ce mensonge devant témoins, il venait de franchir un point de non-retour. Aux yeux de la loi et de la société de cette province, ils étaient désormais unis par une fausse identité, qui, si elle venait à être découverte, rendrait leur fuite totalement vaine et leur mariage réel inévitable. La servante de l'auberge posa sur la table de sapin un plateau chargé de bouillon brûlant, de pain de seigle et d'un pichet de vin chaud avant de se retirer en refermant doucement la porte. Le silence qui s'installa dans la petite chambre mansardée n'était plus le silence glacial des salons, mais une intimité chaude, bercée par le crépitement de la tourbe et le bruit régulier de la pluie contre les tuiles. Aurélie tenta de faire un pas vers la table, mais un frisson de douleur lui arracha une grimace. Lors de leur course à travers la tempête, en sautant de la berline embourbée, sa cheville droite avait tourné. L'excitation et la peur avaient étouffé le mal sur le moment. Mais à présent que la pression retombait, la douleur se faisait aiguë. Elle s'appuya contre le dossier d'une chaise, manquant de perdre l'équilibre. En un instant, Julien fut à ses côtés. Il lui passa un bras ferme autour de la taille et la guida doucement jusqu'au bord du lit. « Vous êtes blessé, » dit-il avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?»« Ce n'est rien, une simple foulure, » protesta-t-elle faiblement en tentant de cacher son pied sous la soirée trempée de sa jupe. Le froid et la marche ont dû aggraver les choses. Julien ne se laissa pas démonter. Sans demander de permission, il s'agenouilla sur le plancher usé, juste devant elle. L'image d'un duc de Granvelle
l'un des plus grands pairs du royaume, agenouillé aux pieds d'une demoiselle sans fortune dans la chambre misérable d'une auberge de campagne, était si improbable qu'Aurélie en resta muette. « Laissez-moi voir », demanda-t-il doucement. Ses longs doigts déliés défirent avec une précaution infinie le petit lacet de cuir de sa bottine trempée. Il glissa la chaussure avec une lenteur calculée pour ne pas lui faire mal, puis retira le bas de soie. Aurélie retint son souffle. La chaleur des mains de Julien contre sa peau nue provoqua un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de la nuit. Sa cheville était légèrement enflée et rougie. « Ce n'est pas cassé, grâce au ciel », murmura Julien en massant très légèrement l'articulation du bout des pouces. Le mouvement était empreint d'une tendresse si pure, d'une attention si totalement dépourvue de brusquerie ou de fatuité mondaine, que le cœur d'Aurélie se mit à battre avec une violence nouvelle. « Vous avez l'air d'avoir l'habitude de soigner des blessures, » dit-elle, pour rompre le silence chargé qui s'était installé entre eux, sa main droite faisant tourner sa bague en argent avec une nervosité incontrôlable. Julien leva les yeux vers elle, ses mains toujours posées sur son pied. Dans la lumière dorée de la chandelle, son visage habituellement si réservé paraissait vulnérable, débarrassé de toute l'arrogance que la société lui prêtait. Aux armées, ou lors des grandes chasses en hiver, on apprend à s'occuper des hommes et des bêtes quand les médecins sont trop loin, répondit-il d'une voix basse, presque confidente. Et pour être tout à fait honnête, j'ai passé une bonne partie de mon enfance à me blesser seul dans les bois du domaine, pour échapper au précepteur que ma mère me collait au basque. Un court rire échappa à Aurélie. Le jeune duc était donc un rebelle? Le jeune duc était un enfant solitaire qu'on dressait pour devenir une statue de marbre. Rectifia-t-il avec une pointe d'amertume dans le regard. On m'a appris à ne jamais montrer ce que je ressens, à considérer chaque mariage comme un traité d'alliance et chaque poignée de main comme une négociation. Lorsque ma mère a décrété que le moment était venu d'épouser la nièce des Saint-Vire, elle ne m'a pas demandé mon avis. Elle m'a tendu une liste de terres, un inventaire de dot et un portrait. J'ai étouffé. Ce soir-là, j'ai réalisé que si je montais dans ce salon, je serais mort pour de bon. Il se releva lentement, alla tremper un linge propre dans la cuvette d'eau fraîche posée sur la commode et revint l'appliquer délicatement sur la cheville d'Aurélie. « Et vous ?» demanda-t-il en fixant son regard dans le sien. « Que fuyez-vous vraiment ?»« La même chose », avoua Aurélie, la voix nouée par l'émotion. La certitude de devenir un meuble décoratif dans un grand château. Ma tante me répétait sans cesse que mon opinion n'avait aucune espèce d'importance, que mon devoir était de sauver le nom de Saint-Vire, en m'offrant au plus offrant. Je voulais choisir ma vie, Julien. Je voulais être aimé pour ce que je suis, pas pour le blason que mon père m'a laissé. C'était la première fois qu'elle prononçait son prénom sans le faire précéder de son titre. Le mot resta suspendu dans l'air de la chambre, doux et irrémédiable. Julien s'assit sur le bord du lit, à côté d'elle. La proximité était telle qu'elle pouvait sentir la chaleur de son corps, respirer cette odeur de cèdre et de pluie qui lui était désormais si familière. Il tendit la main et, d'un geste d'une infinie précaution, il écarta une boucle de cheveux mouillés qui balayait la joue de la jeune femme. Son pouce caressa la ligne douce de sa mâchoire. « Si je vous avais rencontré ailleurs, Aurélie, » dit-il d'une voix devenue rauque par l'intensité du moment. « Si nous nous étions croisés au détour d'un chemin, sans contrat, sans mères austères, sans titre de duchesse ni de devoir d'État, m'auriez-vous regardé ?» Aurélie sentit son esprit s'embraser. L'homme qui se tenait devant elle n'était plus l'inconnu arrogant du bal, ni même le simple compagnon de route qu'elle observait avec méfiance. C'était l'homme qu'elle aurait pu aimer de toute son âme si le monde leur en avait laissé le choix. « Je ne vous aurais pas seulement regardé, Julien, » murmura-t-elle en posant sa main sur la sienne, scellant le contact de leur peau. « Je serais tombée amoureuse de vous dès le premier instant. » Un éclair de désir et de soulagement traversa les yeux sombres du duc. Il se pencha lentement vers elle, son souffle caressant déjà ses lèvres. Aurélie ferma les yeux,
abandonnant toute défense, le cœur battant la mesure d'une promesse enfin avouée. Soudain, un bruit de lourds pas résonna dans le couloir en bois, juste derrière leur porte, suivi du choc sec d'un fourreau d'épée contre la cloison. « Hé, l'aubergiste !» cria une voix rude au dehors. « On nous a dit qu'un équipage bourgeois est arrivé pendant l'orage. Ouvrez toutes les chambres, nous cherchons une demoiselle de la haute société en fuite sur ordre de la baronne de Saint-Vire. » Aurélie se redressa d'un bond, la pâleur revenant instantanément sur son visage. Le moment de grâce s'évanouit, remplacé par une terreur froide. Julien se leva d'un seul mouvement, son visage redevenant le masque d'acier du duc de Granvelle. Les poursuivants étaient là, de l'autre côté, de la mince cloison de bois. Le martèlement des bottes dans le couloir faisait vibrer le plancher usé de la chambre mansardée. Aurélie resta immobile sur le bord du lit, la main crispée sur sa bague d'argent, le souffle coupé par la panique. Si les hommes de sa tante enfonçaient cette porte, ils la trouveraient seule, dans une chambre d'auberge, avec le duc de Granvelle, la cheville dénudée, ses habits de bal souillés par la fuite. Le scandale serait immédiat, public et irréparable. Julien ne perdit pas une seconde. D'un geste vif et silencieux, il ramassa la cape de soie d'Aurélie, prit la jeune femme par la main et la tira vers le fond de la pièce. Là, derrière une tenture de toile bise qui servait de penderie, s'ouvrait une étroite porte de service menant à l'escalier dérobé des cuisines. « Descendez par là », murmura-t-il à son oreille, sa voix d'un calme absolu contrastant avec le fracas qui se rapprochait. « Restez dans l'ombre du garde-manger. Ne bougez sous aucun prétexte. Et vous, insista-t-elle à voix basse, retenant la manche de sa chemise, s'ils vous reconnaissent, je suis chez moi partout où je l'ordonne, répondit-il avec un mince sourire confiant. Faites-moi confiance, Aurélie. Il glissa un linge propre sur la table, pour masquer les restes de leur repas improvisé, repoussa la porte de service jusqu'à ce qu'elle soit presque fermée, et se tourna vers la porte principale au moment exact où de lourds coups y retentirent. Aurélie se glissa dans l'escalier obscur, descendant marche d'après marche malgré la lancée cuisante de sa cheville. Par l'interstice de la porte menant à la cuisine, elle pouvait entendre ce qui se passait plus haut, la voix forte des gardes résonnant dans la cage d'escalier. Dans la chambre, Julien ouvrit la porte d'un geste lent et délibéré. Il ne portait plus que sa chemise au col entrouvert, et son pantalon de voyage, l'air d'un homme interrompu en plein sommeil. Mais son attitude imposait un respect immédiat. « Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ?» demanda-t-il d'une voix polie mais si glaciale qu'elle fit reculer le chef des gardes d'un pas. Le garde, un homme trapu portant la livrée aux couleurs des Saint-Vire, haussa sa lanterne pour dévisager l'inconnu. Il vit la posture altière, la coupe impeccable des vêtements posés sur la chaise et l'autorité naturelle qui émanait du jeune homme. « Nous cherchons la nièce de la baronne de Saint-Vire, monsieur, » bafouilla le garde, perdant soudain de son assurance. « Elle a disparu du château hier soir. L'aubergiste nous a dit qu'un couple s'était installé dans cette chambre. » Julien laissa échapper un rire bref et dédaigneux. Il s'adossa contre le montant de la porte, croisant les bras sur sa poitrine, avec une nonchalance calculée. « L'aubergiste a dit vrai, mon ami. Je voyage avec mon épouse. Mais à moins que votre baronne n'ait l'habitude de marier ses nièces à des gentilshommes en route pour leur domaine, sans son consentement, vous vous trompez de porte. Et je vous conseille de baisser votre lanterne avant que je ne m'enquière de votre nom auprès de votre maître. »« Votre épouse ?» répéta le garde, hésitant. « Pouvons-nous la voir ?»« Ma femme se repose derrière ce paravent, » répliqua Julien d'un ton sec qui ne souffrait aucune réplique. « Elle est souffrante et n'a nullement l'intention de recevoir la visite de valets armés au milieu de la nuit. Si vous doutez de ma parole, sachez que je me nomme Julien de Granvelle, et que si vous faites un pas de plus dans cette pièce, je ferai rendre compte à votre maîtresse de l'insolence de ses serviteurs. » Le nom du duc d'État agit comme un coup de tonnerre. Le garde pâlit visiblement. La possibilité d'offenser l'un des plus puissants seigneurs de la région
l'homme même que leur maîtresse cherchait à séduire pour sa nièce, les Glacas d'effroi. Monseigneur, pardonnez-nous, balbutia l'homme en s'inclinant profondément. Nous ne savions pas. La nuit, l'orage. Nous avons cru à une fuite. La seule fuite ici est celle de votre bon sens, trancha Julien. Reprenez vos recherches sur la route si cela vous chante, mais laissez cet établissement en paix. Sans attendre de réponse, il lui ferma la porte au nez avec un claquement sec, puis poussa le verrou de fer. En bas, caché près des salaisons et des sacs de farine, Aurélie avait tout entendu. Son cœur battait à rompre. Elle avait vu par l'entrebâillement de la porte de la cuisine les gardes descendre précipitamment l'escalier principal, jurant entre eux et ordonnant à leurs hommes de sceller la grande route menant à la frontière. Quelques secondes plus tard, la porte de service de la cuisine s'ouvrit doucement. Julien apparut dans l'ombre. Sans dire un mot, il s'approcha d'Aurélie, la souleva dans ses bras comme si elle ne pesait rien, malgré les protestations murmurées de la jeune femme, et la remonta rapidement par l'escalier dérobé jusqu'à la chambre mansardée. Il la déposa délicatement sur le lit et referma la porte secrète derrière eux. « Ils sont partis », dit-il en retrouvant son souffle, un sourire triomphant éclairant son visage dans la pénombre. Aurélie le regarda, saisie par un mélange de soulagement et d'admiration. Il avait usé de son titre, de l'autorité même qu'il fuyait, pour la protéger elle. Il avait risqué sa propre réputation en prétendant qu'elle était son épouse devant les hommes de sa famille. « Vous avez été formidable », murmura-t-elle, la voix tremblante d'émotion. « Mais les gardes ont dit qu'ils allaient surveiller la grande route. Nous ne pourrons plus continuer en berline sans être arrêtés au premier poste de péage. » Julien s'assit près d'elle sur le lit, prenant sa main dans la sienne. Ses doigts serrèrent doucement les siens. « Alors nous quitterons la grande route dès la pointe du jour, » répondit-il avec une détermination sans faille. « J'ai un ami d'enfance, Henri de Valois, dont le domaine se trouve à quelques lieues d'ici, à travers les chemins forestiers. Nous y serons en sécurité, le temps de trouver une solution définitive. » Aurélie hocha la tête. Mais en regardant leurs mains unies dans la pénombre de la chambre, elle réalisa avec une clarté effrayante la portée de ce qui venait de se passer. Les gardes de sa tante savaient désormais que le duc de Granvelle voyageait avec une épouse mystérieuse dans la région. La rumeur allait se propager comme une traînée de poudre dans tous les salons du comté. Leur fuite secrète n'était plus un mystère innocent. Elle était devenue une affaire publique, et le temps leur était désormais compté avant que leur famille ne rassemble les pièces du puzzle. La salle à manger du domaine de Valois offrait un contraste saisissant avec la rusticité de l'auberge de la veille. Sous le plafond, orné de stucs délicats, une table de acajou poli reflétait la lueur de dizaines de bougies de cire blanche. Henri de Valois, l'hôte des lieux, s'était montré d'une discrétion exemplaire à leur arrivée au matin, offrant à Aurélie une chambre calme et une robe de velours bleu nuit ayant appartenu à sa sœur, parfaitement ajustée à sa taille. Cependant, la tranquillité de leur refuge s'était trouvée compromise par l'arrivée imprévue du baron de Cernay, un voisin influent et grand amateur de potins, qu'Henri n'avait pu éconduire sans éveiller les soupçons. Aurélie avait donc été présentée sous le nom de Mademoiselle Clara, une parente éloignée d'Henri en visite dans la région. Assise entre Henri et Julien, qui arborait à nouveau un habit de soirée impeccable prêté par son ami, Aurélie se concentrait sur son assiette de porcelaine. Elle faisait tourner nerveusement sa bague en argent sous la table, consciente du danger. Le baron de Cernay, un homme d'un certain âge aux favoris grisâtres et au regard suffisant, savourait son verre de Bordeaux tout en observant l'assemblée. « Avez-vous entendu la dernière rumeur qui agite le chef-lieu, mon cher Henri ?» demanda le baron d'une voix traînante. Il paraît que la jeune nièce de la baronne de Saint-Vire s'est enfuie de son propre bal de fiançailles. Une folie pure et simple. Et le plus piquant, c'est que le duc de Granvelle, son fiancé, a lui aussi disparu le même soir. La rumeur prétend qu'il la poursuit, ou qu'il a fui de son côté pour éviter le scandale d'un refus. Henri de Valois ajusta lentement son monocle,
jetant un coup d'œil complice à Julien, avant de répondre d'un ton badin. « Vraiment, Cernay ? Les jeunes gens d'aujourd'hui ont parfois des sursauts d'indépendance qui manquent de tact, mais que l'on peut comprendre. » Comprendre. Le baron laissa échapper un ricanement méprisant. « Allons donc. Une jeune fille sans fortune qui refuse un tel parti ne mérite que le mépris. C'est le résultat déplorable de cette mode moderne qui consiste à donner trop d'instructions aux femmes. On leur laisse lire des romans, on leur permet d'avoir des opinions. Et voilà le résultat. Elles se croient maîtresses de leur destin. Une femme bien élevée doit obéir à sa famille et se soumettre à son époux. Si cette petite Saint-Vire était ma fille, je l'enfermerais au pain et à l'eau jusqu'à ce qu'elle implore le duc de l'épouser à genoux. » Aurélie sentit la colère lui monter au visage. Ses doigts se crispèrent sur sa bague en argent. Oubliant la prudence indispensable à sa situation, elle redressa le menton et fixa le baron de son regard le plus fier. « Et ne pensez-vous pas, monsieur le baron, qu'une femme puisse aspirer à autre chose qu'à être vendue comme une tête de bétail pour renflouer les caisses d'une famille ou flatter l'orgueil d'un époux ?» demanda-t-elle d'une voix claire, qui fit instantanément cesser le cliquetis des couverts. Le baron de Cernay parut outré qu'une simple demoiselle de compagnie ose le contredire. Il la toisa avec une condescendance appuyée. « Mademoiselle Clara, je crains que votre jeunesse ne vous égare dans des considérations poétiques bien éloignées des réalités de notre monde. Une femme n'a ni la force d'esprit, ni la carrure pour guider sa propre existence. Son indépendance ne peut la mener qu'à la ruine et au déshonneur. C'est l'ordre naturel des choses, et toute tentative de s'y soustraire n'est que caprice de créature frivole. » Aurélie s'apprêtait à répliquer avec virulence, quitte à se trahir, quand une voix basse et glaciale s'éleva à ses côtés. « Vous vous trompez lourdement, Cernay. » Julien s'était adossé à son siège. Il inclina légèrement la tête sur le côté, un demi-sourire de fer dessinant le coin de ses lèvres, mais ses yeux sombres fixaient le baron avec une intensité redoutable. « Monseigneur » balbutia le baron, surpris par l'intervention du duc. « Ce que vous nommez caprice, poursuivit Julien d'une voix calme, mais dont chaque mot résonnait avec la force d'un couperet, est en réalité la marque d'un courage qui semble vous faire défaut. Il faut une force d'âme singulière pour refuser la sécurité d'un destin tout tracé lorsque celui-ci insulte votre dignité. Je ne connais rien de plus noble qu'une femme qui préfère risquer la colère des siens et le jugement de la société, plutôt que de se soumettre à une union sans estime. » Le baron de Cernay tenta de se défendre, le visage empourpré. « Mais enfin, monseigneur, l'ordre social, la réputation. L'ordre social n'est qu'un paravent pour les lâches qui craignent l'intelligence et la liberté de ceux qu'ils prétendent gouverner, » trancha Julien, son regard glissant un instant vers Aurélie avec une douceur infinie avant de revenir sur le baron. « Mademoiselle a parfaitement raison. Une femme d'esprit et de cœur n'est pas une propriété que l'on acquiert. Et si le duc de Grunwald a la moindre once de bon sens, il devrait s'estimer honoré d'être refusé par une personne d'une telle valeur, plutôt que d'épouser une ombre docile qui ne ferait que flatter sa propre vanité. » Un silence de plomb s'abattit sur la table. Le baron de Cernay, interdit et humilié par la leçon que venait de lui infliger le prestigieux duc de Grandvel, baissa les yeux sur son assiette sans oser ajouter un mot. Henri de Valois, quant à lui, masqua un sourire de pure délectation derrière sa serviette de table. Aurélie regarda Julien. Sa poitrine se gonfla d'une émotion si intense qu'elle en eut presque le vertige. Ce n'était pas seulement sa défense qu'il venait de prendre, c'était son droit d'exister en tant qu'être libre. Par ces mots, Julien venait de prouver qu'il comprenait et respectait sa révolte profonde, balayant toutes les craintes qu'elle avait nourries à son égard. Mais alors qu'elle savourait cette victoire intime, elle remarqua le regard du baron de Cernay qui alternait, avec une curiosité soudain très vive, entre le visage de Julien et le sien. Le baron semblait analyser la complicité évidente qui venait de se trahir entre ce duc si distant et cette mystérieuse demoiselle de compagnie. Le doute venait de s'insinuer dans l'esprit du voisin bavard, et Aurélie comprit que leur présence dans ce domaine ne resterait pas secrète bien longtemps.
Après le départ précipité du baron de Cernay, l'atmosphère dans le grand salon du domaine de Valois était restée électrique. Prétextant le besoin de prendre l'air pour apaiser sa cheville, Aurélie s'était éclipsée vers la serre chaude, attenante au château. C'était un vaste dôme de verre et de fer forgé, baigné par la lumière argentée de la lune qui filtrait à travers les vitres. L'air y était lourd, parfumé par l'odeur terreuse des fougères géantes et le parfum sucré des jasmins en fleurs. Elle marchait lentement le long des allées de briques rouges, le cœur encore agité par la scène du dîner. Les paroles de Julien résonnaient en elle avec une force troublante. Un froissement de feuilles derrière elle la fit sursauter. Elle se retourna et vit Julien qui s'avançait dans la pénombre de la serre. Il avait retiré sa veste et marchait les mains dans les poches, son attitude révélant une tension inhabituelle sous son calme apparent. « Votre ami Henri est un hôte parfait », dit-elle pour briser le silence, sa main droite cherchant sa bague en argent. « Mais je crains que le baron de Cernay ne soit pas parti avec de simples doutes. Il nous a observés tout au long de la soirée. »« Laissez Cernay à ses commérages », répondit Julien en s'arrêtant à quelques pas d'elle. Ce qui s'est dit à cette table ce soir était la vérité, Aurélie. Chaque mot que j'ai prononcé sur le courage de celle qui refuse de se soumettre, je le pensais du plus profond de mon âme. Aurélie sentit son souffle se faire plus court. La lune dessinait des ombres mouvantes sur le visage de Julien, accentuant la gravité de son regard. « Vous avez pris de grands risques pour me défendre, » dit-elle doucement. « Le duc de Granvelle ne devrait pas s'associer aux théories rebelles d'une demoiselle sans dot. Le duc de Granvelle n'est qu'un titre vide de sens, » répliqua-t-il en faisant un pas de plus vers elle. « L'homme qui se tient devant vous ce soir n'est que Julien, un homme qui a passé sa vie à fuir les faux-semblants, et qui, par le plus fou des destins, a trouvé dans cette voiture de fuite la seule personne capable de le comprendre. » Il tendit la main et prit doucement celle d'Aurélie, ses doigts caressant la bague en argent qu'elle faisait tourner. « Aurélie, » commença-t-il, sa voix devenant plus basse, plus chaude. « Ces derniers jours ont changé tout ce que je croyais savoir sur moi-même et sur ce que je voulais. Je ne veux plus fuir. Je ne veux plus de ce contrat absurde rédigé par nos familles. Mais je ne veux pas non plus vous perdre. Je vous aime. Je veux que vous soyez ma femme, non pas par devoir, non pas pour sauver le nom de Saint-Vire, mais parce que vous êtes l'âme de ma vie. » Il se pencha vers elle, ses yeux sombres brûlant d'une sincérité désarmante. Ses lèvres frôlèrent les siennes avec une douceur infinie, avant de sceller leur promesse dans un baiser passionné qui fit vaciller toutes les résolutions d'Aurélie. Pendant un instant suspendue dans le parfum des jasmins, elle s'abandonna tout entière à cette étreinte, répondant à sa caresse avec toute la force de son amour naissant. Mais soudain, une pensée glaciale traversa son esprit, brisant le charme. Elle se dégagea doucement mais fermement de ses bras, le visage pâle sous la lumière lunaire. Elle fit un pas en arrière, croisant les bras sur sa poitrine. « Non, Julien, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Ce n'est pas possible. » « Aurélie, » dit-il, la surprise et la blessure se lisant sur ses traits. « Pourquoi? Vous venez de dire que... » « Ce que nous ressentons l'un pour l'autre, et c'est réel, je ne le nie pas, » l'interrompit-elle en secouant la tête. « Mais réfléchissez à ce que vous me demandez. Si j'accepte de vous épouser maintenant, après notre fuite commune, que dira le monde? Tout le monde pensera que cette escapade était un plan calculé pour vous séduire, ou pire, que j'ai dû céder pour sauver mon honneur après avoir passé des nuits seules avec vous sur les routes. Notre mariage ne serait vu que comme la réparation d'une faute, une obligation morale pour étouffer le scandale. » Julien fit un geste de protestation, mais elle l'arrêta d'une main levée. « Et vous-même, Julien, dans quelques mois, dans quelques années, lorsque la passion se sera apaisée, ne finirez-vous pas par douter? Ne penserez-vous pas que j'ai profité de cette situation pour obtenir le titre de duchesse que ma tante convoitait tant? Je refuse que notre amour soit entaché par le soupçon du devoir ou de la manipulation. Je voulais un mariage choisi en toute liberté, et non une union dictée par la nécessité de réparer une réputation compromise.
Julien la regarda, les poings serrés, réalisant la justesse cruelle de ses paroles. La société qu'ils avaient tenté de fuir les rattrapait par le biais de ses propres codes moraux. En fuyant ensemble, ils s'étaient condamnés à ce que leur amour paraisse suspect aux yeux de tous, y compris d'eux-mêmes, s'ils n'y prenaient garde. Leur relation venait de franchir un cap douloureux. L'amour était là, avoué et partagé. Mais l'ombre du devoir social s'était immiscée entre eux, transformant leur baiser en une impasse morale qui menaçait de les séparer pour toujours. Le lendemain matin, le fracas d'un attelage lourd s'arrêtant dans la cour d'honneur du domaine de Valois brisa le calme de la demeure. Aurélie, qui n'avait pas fermé l'œil de la nuit, se tenait près de la fenêtre de la bibliothèque lorsque les portes s'ouvrirent à la volée. La baronne Hortense de Saint-Vire entra la première, son éventail en écailles de tortue claquant contre sa paume, avec une fureur contenue. Derrière elle marchait la duchesse douairière de Granvelle, une femme d'une dignité glaciale, vêtue d'un deuil éternel qui semblait pétrifier l'air autour d'elle. Le baron de Cernay, un sourire satisfait aux lèvres, fermait la marche, fier d'avoir guidé les deux mères sur la piste des fugitifs. Julien, alerté par le bruit, entra par la porte opposée, suivi de près par Henri de Valois, qui observait la scène avec une vive inquiétude. « Ainsi, la vérité éclate enfin !» s'exclama la baronne de Saint-Vire en fixant Aurélie d'un regard assassin. « Te voilà retrouvée, ma nièce, après avoir traîné notre nom dans la boue des chemins de campagne. Et avec qui? Avec l'homme même que tu prétendais fuir. » La duchesse douairière s'avança vers Julien, sa voix résonnant comme un verdict sans appel. « Julien, ton comportement est une insulte à notre rang. Voyager incognito avec cette jeune fille, passer des nuits dans des auberges de poste sous de fausses identités. Le baron de Cernay nous a tout raconté. Le scandale est déjà en train de se propager dans toute la province. Il n'y a plus qu'une seule issue possible pour sauver ce qui reste de notre honneur. » Elle fit un signe de la main au notaire de la famille qui attendait dans le couloir. L'homme entra en tenant à la main un nouveau double du contrat de mariage, identique à celui que Julien avait volé. « Le contrat est se rédiger, déclara la duchesse. Les bans seront publiés dès ce matin à la chapelle du domaine. Vous signerez ce document à l'instant même, et le mariage sera célébré dans la plus stricte intimité, avant la fin de la semaine. » C'est la seule façon d'étouffer cette affaire et de faire croire à une escapade romantique autorisée par les familles. La baronne de Saint-Vire se tourna vers Aurélie, lui tendant une plume de oie d'un geste impérieux. « Signe, Aurélie, tu as assez joué avec notre patience. Tu voulais éviter ce mariage, et par ta propre folie, tu t'es condamnée à l'accepter immédiatement pour ne pas finir bannie de la société. » Aurélie regarda la plume, puis le document posé sur la table de Acajou. Son cœur battait la chamade, mais une clarté soudaine s'empara de son esprit. Elle fit tourner sa bague en argent à son index, puis croisa le regard de Julien. Elle y lut la même révolte, la même fierté blessée. Si elle signait ce papier maintenant, sous la contrainte et la menace du scandale, leur amour naissant serait à jamais perverti. Ils ne seraient plus deux êtres libres s'étant choisis, mais deux coupables condamnés à purger leur peine ensemble. Elle fit un pas en arrière et laissa tomber ses mains le long de son corps. « Je ne signerai pas, » dit-elle d'une voix basse, mais d'une fermeté qui fit sursauter sa tante. « Quoi ?» glapit la baronne. « Tu refuses, après le déshonneur que tu as jeté sur notre maison? Ce mariage n'est qu'une transaction financière pour vous et une obligation morale pour Madame la Duchesse, » poursuivit Aurélie en redressant le menton face aux deux femmes. « Je refuse d'entrer dans une union où mon consentement est extorqué par la peur du qu'en dira-t-on. Je préfère encore assumer le scandale, être banni de vos salons et vivre de mon propre travail en province plutôt que de donner ma main sous la contrainte. » La duchesse douairière se tourna vers son fils, les yeux brillants de colère. « Julien, fais entendre raison à cette folle. C'est de ton nom et de ta réputation qu'il s'agit. Ordonne-lui de signer. » Julien s'avança lentement vers la table. Il prit le contrat de mariage entre ses mains, le regarda un instant, puis, sous les yeux horrifiés de sa mère et de la baronne,
Il le déchira proprement en deux, avant de jeter les morceaux dans la cheminée, où ils s'enflammèrent instantanément. « Je ne signerai pas non plus, mère, » dit-il avec un calme impitoyable. « Julien !» s'écria la duchesse, manquant de défaillir. « Tu es fou. »« Non, je suis enfin lucide, » répondit le duc en faisant face à sa famille. « Aurélie a raison. Nous avons fui ce mariage parce qu'il représentait tout ce que nous détestions, la contrainte, le calcul et le mépris de nos sentiments. Si nous acceptons cette union aujourd'hui, pour complaire à vos exigences et sauver les apparences de la société, nous détruisons la seule chose de valeur que cette fuite nous a permis de découvrir. Je refuse d'épouser mademoiselle de Saint-Vire pour réparer une faute. Si je dois l'épouser un jour, ce sera par mon seul choix d'homme libre, et non pour satisfaire vos convenances. » La baronne de Saint-Vire laissa tomber son éventail sur le tapis dans un bruit mat. Le baron de Cernay observait la scène avec une stupéfaction mêlée de jubilation face au scandale qui prenait des proportions historiques. « C'est une folie !» s'indigna la duchesse douairière. « Si vous refusez ce mariage maintenant, vous êtes perdus tous les deux. La société vous fermera ses portes. »« Qu'elle les ferme !» répliqua Julien avec un sourire superbe. « La liberté a un prix que je suis désormais prête à payer. » Aurélie regarda Julien, les larmes aux yeux, bouleversée par la grandeur de son geste. En déchirant le contrat devant sa propre mère, il venait de sacrifier sa réputation et la paix de sa famille pour respecter sa fierté à elle. Mais la rupture était consommée. En refusant de plier devant leur famille unie, il venait de s'exposer à la vindicte publique et de rendre toute relation officielle impossible entre eux dans un avenir proche. Ils étaient désormais libres, mais plus isolés et menacés que jamais. Le soleil matinal éclairait la chambre d'amis du domaine de Valois, où Aurélie bouclait méthodiquement sa petite valise de cuir. Elle avait troqué sa robe de soirée contre une tenue de voyage simple, en drap brun, prêtée par une servante de la maison. Ses doigts faisaient tourner distraitement sa bague en argent, le seul bien dont elle ne se séparerait jamais. Henri de Valois frappa doucement à la porte ouverte avant d'entrer, un pli à la main et le visage empreint d'une tristesse sincère. « Tout est prêt, mademoiselle Aurélie, » dit-il doucement. « Une voiture modeste vous attend à la grille secondaire pour vous conduire à la gare des diligences de la ville voisine. Vous aurez votre place dans le coche de midi pour le sud. Mais êtes-vous bien certaine de vouloir partir ainsi, sans revoir Julien ?» Aurélie redressa la tête, ravalant une larme qui menaçait de couler. « C'est la seule décision raisonnable, monsieur de Valois. Après l'éclat d'hier dans la bibliothèque, ma présence ici ne fait que prolonger un supplice inutile. Julien a tout sacrifié pour préserver mon honneur et mon libre arbitre. Si je reste, nos familles trouveront un moyen de nous contraindre ou d'amener Julien à regretter son geste. En partant, je lui rends sa liberté et je reprends la mienne. Vous sous-estimez la force de ses sentiments, » murmura Henri en lui tendant la bourse contenant l'argent nécessaire à son voyage. « Julien n'est plus l'homme froid et calculateur que la cour croyait connaître. Et c'est précisément pour cela que je dois partir, » répondit-elle d'une voix nouée. « Je veux qu'il se reconstruise sans le poids du scandale. » Pendant ce temps, au bas du grand escalier, la tempête faisait à nouveau rage dans le grand salon. La duchesse douairière de Granvelle et la baronne de Saint-Vire s'y étaient enfermées avec leurs notaires respectifs, tentant désespérément de sauver les aspects financiers de l'alliance brisée. Julien entra dans la pièce d'un pas délibéré. Son visage était calme, mais une lueur d'une résolution inflexible brillait dans ses yeux. Il tenait sous le bras un épais portefeuille de cuir noir, estampillé des armes de Granvelle. Sa mère se tourna immédiatement vers lui, l'éventail fermé et brandi comme un index accusateur. « Julien, il est encore temps de réparer ton imprudence d'hier. La baronne et moi avons repensé la transaction. Si la jeune fille refuse de signer le contrat de mariage, nous pouvons utiliser les créances que notre maison détient sur les terres de Saint-Vire. Si sa tante menace de la liquider financièrement, elle sera bien obligée de plier et de revenir à la raison. » La baronne d'Hortense hocha la tête avec une avidité à peine dissimulée.
En effet, monseigneur, Aurélie ne possède rien en propre. Si nous lui supprimons sa pension et que j'exige le remboursement des dettes de son père, elle n'aura d'autre choix que d'accepter votre protection et d'épouser le titre. Julien les observa toutes les deux avec un dégoût profond. L'idée que l'on puisse tenter d'enchaîner Aurélie par la misère et la contrainte financière lui devenait intolérable. Il s'avança vers la grande table où s'étalèrent les livres de compte et les actes de propriété. Il ouvrit le portefeuille de cuir et en sortit une liasse de parchemins scellés de rubans rouges. C'étaient les titres de créance et les promesses d'hypothèque que la famille de Granvelle détenait depuis 10 ans sur le domaine des Saint-Vire, le moyen de pression ultime que sa mère conservait pour soumettre la famille d'Aurélie. Vous pensez donc que l'amour et le respect s'achètent avec des reconnaissances de dettes, demanda Julien d'une voix basse et mordante. C'est ainsi que le monde fonctionne, Julien, rétorqua la duchesse douairière. Le pouvoir et l'argent sont les seuls vrais garants de l'ordre. Julien ne répondit pas. Sous les yeux médusés des deux femmes et des notaires stupéfaits, il prit la liasse de créances, s'approcha de la grande cheminée où brûlaient d'épaisses bûches de chêne, et y jeta l'intégralité des documents. La baronne de Saint-Vire poussa un cri d'horreur et fit un geste inconsidéré pour s'approcher du foyer. Mais Julien se posta devant les flammes, son grand corps barrant l'accès. Les parchemins séculaires s'enroulèrent sur eux-mêmes, noircirent, puis s'embrasèrent dans un feu rugissant. « Mon Dieu !» s'écria la duchesse, la voix tremblante de fureur et d'incompréhension. « Tu viens d'annuler les dettes des Saint-Vire. Tu viens de leur faire don d'une fortune sans rien obtenir en échange. Tu es devenu fou. »« Non, mère, » répondit Julien en fixant sa mère avec une fierté sereine. « Je viens de libérer Aurélie de toute obligation envers votre argent et envers sa famille. Désormais, la maison de Saint-Vire ne doit plus un seul denier au Granvelle. Aurélie est totalement libre. Elle ne me doit rien. Elle ne vous doit rien. Sa ruine n'est plus une menace et son consentement ne pourra plus jamais être acheté. » La baronne d'Hortense s'effondra sur un fauteuil, réalisant que son pouvoir sur sa nièce venait de s'effondrer définitivement. Elle n'avait plus aucun moyen de pression pour forcer la jeune fille à un mariage arrangé. Julien se tourna vers le notaire stupéfait. « Rédiger un acte attestant l'extinction totale et définitive des dettes de Saint-Vire. C'est mon ordre en tant que duc régnant. » Puis, se moquant éperdument des protestations outrées de sa mère, Julien quitta le salon à grands pas. Il traversa le vestibule, le cœur battant d'un espoir nouveau. Il venait d'abandonner son plus grand levier financier, son pouvoir de duc, la seule chose que la société lui avait apprise à utiliser. Il s'était dépouillé de toutes ses armes pour se présenter devant Aurélie comme un homme nu, sans autre argument que la sincérité de son amour. « Il est là un valet dans le couloir. Où est mademoiselle de Saint-Vire ? » ?»« Monseigneur, » bafouilla le serviteur en s'inclinant. Mademoiselle a quitté le château il y a une demi-heure par la voiture de service. Monsieur de Valois lui a fait retenir une place pour la diligence de midi à la station du bourg. Julien sentit son sang se glacer. Elle était partie. Elle avait pris de l'avance, persuadée que leur histoire était impossible. Sans hésiter une seconde, sans même prendre le temps d'enfiler son manteau de voyage ou de faire atteler sa berline ducale, Julien courut vers les écuries. Il ordonna au premier palefrenier, venu de sceller son meilleur étalon de chasse. Il bondit sur la selle et lança le cheval au galop à travers les allées du parc, abandonnant derrière lui le protocole, son rang et les attentes de sa lignée. Il n'était plus le duc de Granvelle en quête d'une épouse convenable. Il était un homme désespéré qui galopait contre le temps pour rattraper la seule femme qu'il n'avait jamais aimée, bien décidé à lui offrir sur le quai d'une station publique le cœur qu'elle croyait perdu. Le relais de poste de Saint-Florent-le-Vieux était un lieu de passage bruyant et encombré. L'odeur du foin mouillé, du cuir des harnais et de la sueur des chevaux flottait dans l'air frais du midi. Des voyageurs de toutes conditions s'agitaient sur le quai de terre battue. Des paysans chargés de paniers de volailles, des marchands discutant des tarifs de transport et des familles provinciales s'embrassant avant le départ. Aurélie se tenait un peu à l'écart, sa petite valise de cuir posée à ses pieds.
Elle portait sa robe de drap brun et serrait sa cape autour d'elle pour se protéger du vent d'automne. Ses doigts faisaient tourner inlassablement sa bague en argent. Le coche pour le sud était déjà là, ses 4 chevaux bais et piaffant d'impatience, pendant que le postillon empilait les bagages sur l'impériale. Chaque seconde la rapprochait du départ, de l'exil, mais aussi d'une solitude qu'elle savait désormais définitive. Elle avait voulu sauver Julien du scandale, mais son cœur se brisait à l'idée de ne plus jamais entendre son rire ironique, ni de voir son regard s'adoucir à sa vue. Un grondement de sabots, rapide et désordonné, s'éleva au-dessus du brouhaha de la place. Les gens s'écartèrent en hâte dans un concert de jurons et de cris de surprise. Un cavalier monté sur un grand étalon noir entra dans la cour du relais à une allure folle. Le cheval, le poitrail couvert d'écume, s'arrêta dans un dérapage sur les graviers. Julien sauta de selle avant même que l'animal ne soit complètement immobilisé. Il était sans chapeau, ses cheveux sombres, ébouriffés par la course, et sa chemise blanche, sans cravate, était froissée. Il n'avait pas pris le temps d'enfiler sa veste de voyage. Les bourgeois et les palefreniers le dévisagèrent avec stupeur. Un homme de sa prestance, arborant des bottes de cuir fin et un pantalon de coupe aristocratique, se présentant dans un tel état de désordre, dans un relais public, était un spectacle inouï. Julien balaya la foule d'un regard anxieux, presque sauvage. Lorsqu'il aperçut enfin la silhouette d'Aurélie, près de la portière du coche, un immense soulagement détendit ses traits. Il marcha droit vers elle, ignorant les chuchotements et les regards curieux qui commençaient à se concentrer sur eux. « Aurélie » appela-t-il, sa voix forte et assurée coupant le murmure de la foule. Elle se retourna, le cœur bondissant dans sa poitrine. « Julien, mais que faites-vous ici dans cet état ?» Il s'arrêta devant elle, le souffle court, les joues colorées par l'effort et le vent. Il prit ses 2 mains dans les siennes, sans se soucier du fait que des dizaines de témoins les entouraient. « Je suis venu vous empêcher de commettre la plus grande erreur de notre vie, » dit-il en la regardant avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Je vous en prie, repartez, » murmura-t-elle, bien que ses mains restent prisonnières des siennes. « Le scandale. Si l'on vous voit ainsi... » « Le scandale n'existe plus, » l'interrompit-il avec un sourire presque triomphant. « J'ai brûlé les créances, Aurélie, devant ma mère, devant votre tante et devant leurs hommes de loi. Le domaine de Saint-Vire est libre de toute dette. Votre tante n'a plus aucun pouvoir sur vous et ma famille n'a plus aucun droit de regard sur votre avenir. » Aurélie ouvrit de grands yeux, les larmes lui montant instantanément aux paupières. « Vous avez fait cela. Vous avez abandonné votre fortune pour moi. »« Ce n'était pas ma fortune, c'était ma prison, » répondit-il doucement. « Je me suis dépouillé de ces parchemins pour que vous n'ayez plus jamais à craindre la ruine ou la contrainte. Vous êtes libre, Aurélie, entièrement libre de partir pour le Sud, de vivre la vie que vous choisirez, sans que personne ne puisse vous reprocher quoi que ce soit. » Il fit un pas de plus vers elle. La foule du relais de poste s'était tue, captivée par ce drame qui se jouait sous leurs yeux. Le postillon lui-même s'était arrêté, une malse à la main, pour écouter. « Mais je suis venu vous demander de ne pas monter dans ce coche, » poursuivit Julien, sa voix fléchissant sous le coup d'une émotion sincère et humble. « Je ne vous propose pas un contrat de mariage rédigé par des notaires. Je ne vous offre pas un titre de duchesse pour satisfaire la vanité de nos familles. Je me tiens devant vous simplement en tant que l'homme de la berline. L'homme qui a ri avec vous dans un relais de campagne, qui a soigné votre cheville dans une chambre mansardée, et qui vous aime plus que sa propre vie. » Il s'agenouilla lentement sur la terre battue du quai, sous les yeux ébahis des voyageurs. Il prit la main droite d'Aurélie, posant ses doigts sur la petite bague en argent. « Aurélie de Saint-Vire, voulez-vous m'épouser ? Non par devoir, non par nécessité, mais par le seul choix de votre cœur. » Aurélie sentit les larmes couler sur ses joues. Mais c'étaient des larmes d'une joie pure et infinie. L'homme de marbre noir que sa tante lui avait promis s'était dissous pour laisser place à un homme d'une noblesse de cœur absolue, capable de braver le ridicule et le jugement du monde pour lui prouver son amour.
Elle n'avait plus peur du qu'en dira-t-on, car l'amour qu'il lui offrait était le plus beau des boucliers. Elle se pencha vers lui, le forçant à se relever, et passa ses bras autour de son cou. Oui, Julien, murmura-t-elle pour lui seule, avant de répéter d'une voix claire qui résonna sur le quai. Oui, je veux être votre épouse. Je vous choisis, mon bel intrus de la voiture. Julien la serra contre lui avec une force désespérée, comme s'il craignait de la voir s'évanouir à nouveau, avant de sceller leur promesse par un baiser passionné. Un murmure d'approbation s'éleva de la foule des voyageurs, qui éclata bientôt en applaudissements et en vivas chaleureux. Le postillon laissa échapper un rire sonore en secouant la tête, tandis que des femmes essuyaient discrètement leurs yeux avec leurs mouchoirs. Julien rompit doucement le baiser, son visage illuminé d'un bonheur qu'il n'avait jamais connu. Il prit la petite valise d'Aurélie d'une main, et de l'autre, il serra fermement la sienne, faisant briller la bague en argent sous le soleil de midi. « Venez, dit-il en la guidant vers son cheval. Nous avons un long chemin à parcourir, mais cette fois-ci nous le ferons ensemble, à visage découvert. » En quittant la cour du relais sous les salutations des spectateurs, Aurélie savait que leur fuite était terminée. Ils retournaient vers le monde, non plus comme des prisonniers de leur rang, mais comme des souverains de leur propre destin, unis par un amour qu'aucun contrat n'aurait jamais pu acheter.